Dans le magazine du 20h ce soir, on va s'intéresser aux trains, aux lignes, à leur entretien et au prix des billets. Notre invité sera le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Mais d'abord, je vous propose de monter à bord du Paris-Brest, un trajet qui met en appétit. C'est le grand format signé Olivier Poncelet et Loïc Lemoigne. Dans 30 minutes, le TGV numéro 8723 de David Raguenet va partir. Il n'a pas une minute de plus pour démarrer sa machine. Donc là, c'est la clé qui permet finalement de démarrer la rame. Chaque commande est testée, question de sécurité. Je fais la partie essai de frein. Ça va me permettre de tester l'intégralité du freinage de la rame et de savoir donc si je peux rouler à 320 km/h. Oui, la cabine. 1300 passagers sont attendus. Salut, ça va? À chaque départ, les mêmes enjeux. Garantir la sécurité des voyageurs, la ponctualité des trains, pour ne pas perdre de clients et assurer la rentabilité de la ligne. Essai sono, rame de queue. Or, cela risque d'être la pagaille, car ce jour-là, c'est un TGV classique au lieu d'une rame à 2 étages comme prévu. Sur le quai, les voyageurs affluent déjà. Je peux vous renseigner? Sur ta voiture pour vous. Alors, c'est le premier train tout devant là-bas, monsieur. Ouais, allez-y vite, hein, on va bientôt partir. Parmi eux, Janine et Jean-Alain Ledu. Cela fait plus de 10 ans qu'ils n'ont pas pris le train et ils sont un peu stressés. Je suis en train de regarder. Vous prenez pas souvent le train, vous? Non. Non. Ah non. Mais on est très contente de le prendre. Ouais. Je trouve que c'est mieux que l'avion. Destination Brest. En 3h25, en passant par Rennes, Saint-Brieuc, Guingamp et Morlaix. 622 km, dont une partie à grande vitesse. Bonjour madame, bienvenue à bord. Dites-moi tout, qu'est-ce que je peux faire pour vous? À cause du changement de rame, certains numéros ont changé. Janine et Jean-Alain Ledu ne trouvent pas leur place. On a eu un changement de matériel, donc là, j'ai vos nouvelles places. Vous êtes donc à la voiture 3, place 11 et 3, place 14, madame. Bonne installation à vous, à tout à l'heure. Il leur faut traverser 2 voitures avec leurs valises. Allez-y madame, je vous laisse traverser. Enfin, tous les deux finissent installés. Il était temps. J'avais peur d'arriver à Brest sans être assis. Pour ce trajet en première classe, ils ont déboursé Paris-Montparnasse-Brest, c'était 37,80 pour toi. Oui. Et pour moi, c'était 95 €. D'accord, parce que lui, il a une carte. Voilà. C'est ça. une politique tarifaire complexe qui n'a qu'un objectif, maximiser les recettes de la SNCF. À bord de ce train, en seconde, les prix d'un Paris-Brest vont du plus bas, 20 €, mais grimpent vite à 41, voire 78, jusqu'au maximum pour cette ligne, 118 €. La raison, plus on s'y prend tard, plus c'est cher. Mais pour gagner de l'argent, il faut s'assurer que tous les passagers payent leur billet. Et pour cela, le chef de bord est incontournable. Mesdames, messieurs, chers voyageurs, bonjour et bienvenue à bord de notre TGV Louis numéro 8623. Je suis Raffaello, votre chef de bord, et j'aurai aujourd'hui le plaisir de vous accompagner. C'est pas votre nom, vous? Alors, c'est Raffaello. Raffaello pour éviter les soucis à bord. Je ne donne pas mon vrai prénom. On appelle ça des noms d'artistes. Avoir un faux prénom, c'est plus commode en cas de contrôle des billets et de verbalisation. Bonjour monsieur. Un moment qui peut parfois être tendu. Heureusement, les contrevenants sont moins nombreux qu'on imagine. Madame, bonjour. On a très peu de fraude sur cette taxe. On va surtout avoir des fraudes au niveau du tarif. C'est pour ça que là, par exemple, avec monsieur, je vérifie sa carte de réduction pour vérifier qu'elle est bien valable. Effectivement, c'est le cas. Je vous remercie, monsieur. Sur ce Paris-Brest, il n'aura dressé qu'un seul PV à 128 €, sur lequel il touche une commission. On vous verse combien quand vous dressez un PV ou quand vous vendez un billet dans le train? Un PV, c'est 90 centimes sur notre paye. C'est vraiment pas grand-chose. Donc, on n'est vraiment pas là pour faire ça du tout. Billet en règle, bercé par le ronron de la motrice, Janine Ledu ne remarque pas que son train est en pleine accélération. Objectif, arriver à temps à Rennes. Madame, monsieur, chers passagers, bonjour. Notre vitesse actuelle est de 297 km/h. J'aime beaucoup la vitesse, ça c'est sûr. C'est une fierté de conduire des TGV. C'est un aboutissement dans ma carrière. Quand j'ai commencé il y a plus de 25 ans maintenant, je voyais les TGV, j'étais sur TER et sur train de marchandises à l'époque et je me disais tiens, un jour je ferai les grands trains, les trains nobles entre guillemets. Hein. Oui, le 8723, bonjour. Vu les conditions météo, nous allons annuler la limitation de vitesse, donc tu vas pouvoir rouler à vitesse normale entre Laval et Rennes. À toi.
soit 320 km/h. Il est conseillé en temps réel par le COS, le centre opérationnel à Paris. Je te remercie et te souhaite une bonne route. Terminé pour le COS. Notre 85 d'entrée se trouve exactement ici. Sur l'écran de ce cheminot, toutes les rames en circulation, dont le Paris-Brest, le 8723. Non, mais normalement, il devait être dans le 52-84. Et suite au retard... C'est depuis cette salle de la gare Montparnasse qu'on essaye de réduire les retards autant que possible. Les trains trop lents apparaissent en rouge. Aussi, c'est vrai que c'est plutôt dans le sud-est où on va avoir beaucoup de limitations de vitesse, donc ça va mettre pas mal de trains en retard à cause des fortes chaleurs. Mais le Paris-Brest, lui, arrive à temps, en gare de Rennes. On est à l'heure, tout s'est bien passé. La moitié de la rame est détachée, elle ira à Quimper. L'autre continue vers Brest. Cela fait 36 ans que des TGV traversent la Bretagne. Après Rennes, le réseau ferré peut être plus ancien encore. La SNCF prévoit de changer un tiers des voies entre Paris et Brest d'ici 2031. Donc ici, ce défaut-là, ça s'appelle un squat. Donc c'est ici le défaut. Vous avez l'affaissement de la table de roulement et il y a une fissuration interne. C'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon. Ouais. 10 cm, c'est bon. L'opération se fait de nuit pour ne pas perturber le trafic qui reprendra dès 5 h du matin. Il ne faut pas traîner. Pour qu'on rende les voies à temps, donc les trains puissent passer demain matin, quoi. Les gens sont plutôt à dire qu'on est des feignants ou ils se doutent pas de se tromper, ouais. De Paris à Brest, 40 km de voies sont ainsi renouvelées chaque année pour 60 millions d'euros. Mettre de la grande vitesse entre Rennes et Brest et gagner une demi-heure coûterait plusieurs milliards supplémentaires. Une dépense que la compagnie ne souhaite pas engager. Résultat, le TGV prend son temps. 220 km/h tout au plus. Il n'est plus sur voie rapide, il y a les passages à niveau, des virages serrés. Sur la fin du parcours, il ne dépasse pas 130 km/h. Mesdames, Messieurs, chers voyageurs, dans quelques instants, notre TGV nous entrera en gare de Brest. En bout de ligne, les passagers sont moins nombreux et les voyageurs d'affaires sont rares. Résultat, si de Paris à Rennes, la ligne est rentable, de Rennes à Brest, par contre, la SNCF perd de l'argent. Les syndicats de la SNCF ont brandi à plusieurs reprises la menace de grève au printemps qui aurait pu gâcher les longs week-ends et les vacances de beaucoup de Français. Finalement, les perturbations ont été légères parce que des cadres ont remplacé les grévistes dans les trains. L'œil du 20h nous raconte comment ces employés ont été formés et payés. Isabelle Saboureau, Olivier Poncelet, Valentin Stocker et Juliette Jonas. Comment faire rouler ces trains quand les contrôleurs sont en grève? La SNCF a une botte secrète, les VAO. Les volontaires accompagnateurs occasionnels. Une brigade très discrète, composée de cadres et payée à prix d'or pour rendre les grèves presque invisibles. À la sortie des bureaux, impossible de savoir qui à la SNCF fait partie de cette brigade. Même entre collègues, le sujet est tabou. Pourtant, il serait plusieurs centaines de VAO formés pour remplacer les contrôleurs grévistes. Est-ce que vous connaissez cette casquette? Oui, c'est quoi? La casquette du contrôleur. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des VAO? Oui. Oui. Des volontaires qui sont capables d'assurer des missions lors de conflits sociaux, par exemple. Et à votre avis, ils font ça pourquoi? Pour des rémunérations qui sont quand même très intéressantes? Non, c'est pour que ça fonctionne. Pour que ça fonctionne, c'est-à-dire pour que ça roule pendant les grèves? Voilà, c'est ça, pour que ça roule pendant les grèves, voilà, c'est tout. Et ça fonctionne si bien que pendant la grève du 9 mai, malgré 60% de contrôleurs grévistes, les VAO ont permis à 9 TGV sur 10 de rouler. Trafic presque normal donc. Ces VAO, vous ne les verrez pas. Ils ont des consignes. Pas question de sortir de l'ombre. Plutôt dans les bureaux, certains sont cadres dans le marketing ou la finance. Et pour avoir le droit d'enfiler le costume le temps d'une grève, ils ont suivi une formation. 7 jours, pas plus, pour être capables de gérer la sécurité dans un TGV et remplacer les contrôleurs formés, eux, en 4 mois. L'un d'eux a accepté de nous répondre. Les VAO n'agissent pas contre les grévistes. Les VAO agissent pour les clients qui ont payé un billet de train et qui vont se déplacer. Quand on s'investit en tant que VAO, je peux vous assurer que la motivation première, c'est pas une motivation pécuniaire en quoi que ce soit. Pourtant,
Les rémunérations sont alléchantes. En plus du salaire, les contrôleurs touchent des primes par trajet et ces documents internes montrent que celles des VAO sont bien supérieures à celles des contrôleurs classiques. Elles vont de 30 à 50 € de l'heure pour un VAO, contre 5 € en moyenne pour un contrôleur de métier. Et ce n'est pas tout. Comme nous le montre ce mail confidentiel, s'ajoute parfois une surprime de 400 € en plus du versement habituel. Une coquette somme qui fait bondir les vrais contrôleurs, loin d'être aussi bien payés. Démonstration, avec un Paris-Nice aller-retour, un dimanche et un lundi férié. Avec le voyage, la prise de service et la fin de service, ça représente environ 15 heures de travail. Fois 50, ça fait 750 € pour un VAO. Et pour un agent, ça fait 15 heures fois 5 €, ce qui représente 75 €. C'est du x10. Et voilà pourquoi on est en colère. Et c'est énorme. On voit des gens qui sont payés 10 fois plus que nous et on se dit, pourquoi ? Pourquoi eux, on va leur donner alors que nous, on ne demande pas autant ? Ça, c'est des briseurs de grève. Hein. On ne peut pas appeler ça autrement. Mais... De son côté, la SNCF précise que tant qu'elle ne fait pas appel à des agents extérieurs, tout cela est parfaitement légal. Le remplacement des salariés grévistes est strictement encadré par le Code du travail. Il n'y a pas d'interdiction pour un employeur de réorganiser sa production avec le personnel disponible. La prochaine fois, le syndicat Sudrail déposera la date de sa grève au dernier moment, soit 5 jours seulement avant le début, pour éviter que la direction ait le temps d'organiser son bataillon de remplaçants. À ceux qui se plaignent de nos trains, nous proposons d'aller voir outre-Manche. Les Britanniques voyagent souvent en bus car leur réseau ferré est vétuste, incomplet. La ligne à grande vitesse HS2, qui doit relier Londres à Manchester, s'arrêtera finalement en chemin à Birmingham. Elle a coûté beaucoup plus cher que prévu et pourtant ouvrira avec 10 ans de retard en 2036. Ambroise Boulez et Charline Madili, nos correspondants. Ne cherchez pas de TGV au Royaume-Uni. Ici, le concept de train à grande vitesse semble relever du fantasme ferroviaire. La grande vitesse ? Je ne crois pas avoir déjà expérimenté la grande vitesse au Royaume-Uni. C'est quoi la définition au juste ? Les trains ne vont pas très vite ici. C'est terrible. Des trains qui filent à plus de 300 km/h dans la campagne anglaise. Comme en Europe, c'était pourtant le projet qui devait voir le jour l'an prochain. La ligne High Speed 2 devait désenclaver le nord de l'Angleterre. Elle s'est transformée en fiasco monumental. Dans le centre du pays, le village de Deborah Malender se trouvait sur le tracé de la future LGV. Le tunnel devait passer juste sous cette colline. Des tas de maisons ont été laissées à l'abandon. Nous sommes un village fantôme à présent. Une cinquantaine de propriétaires ont été contraints de vendre leurs maisons à l'État britannique pour faire place au nouveau chemin de fer, qui finalement ne verra pas le jour. Le propriétaire de cette maison a été forcé de la vendre, après des années à subir des pressions. Peu après, il est mort, et tout ça pour rien. Face à une explosion des coûts, le Royaume-Uni a tiré le frein d'urgence. Toute la portion nord du projet a été abandonnée. La LGV britannique ne reliera plus que Londres à Birmingham, soit 200 km, l'équivalent d'un Paris-Lille. Mais ce tronçon accumule lui aussi les embûches. Initialement prévu pour 2026, il accuse déjà 10 ans de retard et devrait frôler les 120 milliards d'euros. C'est le chemin de fer le plus cher du monde. Chaque kilomètre de voie coûte 10 fois plus qu'en France. C'est ici que se trouveront les nouveaux quais. Ce consultant qui travaillait sur le projet a tenté de lancer l'alerte en voyant les coûts déraper. Au lieu d'être écouté, il a été débarqué. Le projet est tout simplement trop gros. Personne n'a eu le courage de dire « il faut tout arrêter ». Ça me rend furieux. C'est une telle perte d'argent. On pourrait faire tellement de choses à la place. Construire des routes, des hôpitaux, des écoles. Comment le pays qui a inventé la locomotive à vapeur et lancé la révolution industrielle grâce au chemin de fer peut-il autant peiner à construire une ligne à grande vitesse? Pour ce spécialiste, le Royaume-Uni a négligé les investissements dans ses rails pendant des décennies. Il en paye la facture aujourd'hui. Nous avons trop longtemps délaissé les chantiers ferroviaires. Il n'y a pas de continuité. Résultat, les coûts augmentent et on perd les savoir-faire.
L'avantage de la Grande-Bretagne, c'est que les grands pôles urbains sont relativement proches les uns des autres, ce qui limite en théorie l'intérêt de la très grande vitesse. Tant mieux pour les Britanniques, car pour l'instant, la seule grande vitesse qui leur soit réellement accessible, c'est pour quitter le pays à bord de l'Eurostar. Et l'invité du 20h est Jean-Pierre Farandou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le patron de la SNCF, encore pour quelques temps. Alors, on ne va pas faire votre bilan, on va parler plutôt de ce qui reste à faire. Il faut lancer un grand plan de rénovation et d'entretien des lignes. Il va y en avoir pour 4,5 milliards par an. Pour l'instant, c'est 3 milliards par an actuellement. Donc, il manque 1,5 milliard. Allez-vous mettre en place une taxe de 1 euro par billet pour financer cet entretien? Je pense qu'il faut expliquer aux Français les enjeux derrière ces gros chiffres. En fait, l'enjeu, c'est de maintenir en bon état le réseau ferroviaire français, pas celui des TGV qu'on a vu là entre Paris et Rennes, celui des TER, celui des trains de nuit, celui des intercités, des trains de fret, celui des TGV aussi, quand ils sortent d'ailleurs des lignes à grande vitesse pour aller jusqu'à Hendaye, une ligne que vous connaissez bien. Voilà. Mais le problème, c'est que les rails sont trop vieux, les caténaires sont trop vieilles. Donc c'est vrai qu'on fait un effort financier important. Donc d'1,5 milliard de plus. Voilà, sur des fonds de la SNCF, les 3 milliards, c'est la SNCF qui les apporte. On a décidé, côté SNCF, de faire un effort supplémentaire et de monter à 3,5 milliards. Il en faut 4,5 par an. Tous les experts le disent, les Suisses sont venus nous voir, tout le monde converge. Il faut trouver 1 milliard. C'est très important. Alors, pas tout de suite, je rassure. Hein. Oui, c'est pas le budget 2026. Je sais que je suis parfaitement conscient que les finances publiques du pays sont dans un état compliqué. Je ne demande pas l'argent dans le budget l'année prochaine. À nouveau, la SNCF fera le travail toute seule, en 25, en 26, en 27. Mais à partir de 2028, il est essentiel qu'on trouve ce milliard de plus. Si on ne veut pas qu'il y ait des pannes, si on ne veut pas qu'il y ait des ruptures de caténaires, si on ne veut pas qu'il y ait des ralentissements, il faut sauver ce réseau ferroviaire français en trouvant 1 milliard de plus par an. Et alors, cette taxe a été proposée par des experts, 1 euro par billet. C'est possible ? Alors, vous savez, il y a une conférence des financements qui a été ouverte par le gouvernement. Je veux d'ailleurs rendre hommage au Premier ministre qui l'a ouvert à Marseille en mai, et puis le ministre des Transports qui s'est engagé. Il y a beaucoup d'idées qui fourmillent. Celle-là, on en a parlé parce qu'évidemment, les billets sont chers, ils augmentent tous les ans, ils ont beaucoup augmenté ces derniers temps. Alors, est-ce qu'il y aura 7 euros de plus ? Ça, c'est pas une idée de la SNCF. Voilà. Il y a mais des donc, idées. vous ne la reprenez pas, c'est ça que je voulais... Non, je crois avoir compris que les gens trouvent que les prix des billets sont plutôt trop élevés. En ce qui nous concerne, c'est pas du tout une idée que nous poussons. Alors, ce sera quoi ? Il y avait aussi l'écotaxe pour les camions de transport étrangers. Ça aussi, c'est une bonne idée ? Oui, on voit ce qui se passe ailleurs. Effectivement, les Allemands, par exemple, ils ont mis en place une taxe poids lourd qui leur rapporte énormément d'argent. 13 milliards d'euros, c'est énorme. Donc ça peut être une idée. Les Italiens, eux, ils ont pris des fiscalités européennes qu'ils ont réussi à récupérer, qu'ils ont fléchées massivement sur le réseau ferroviaire. Dans ces deux idées, je sais qu'en France aussi, il y a un débat qui a été lancé par Jean-Pierre Farandou, par notamment le ministre des Transports, sur qu'est-ce qui se passerait à la fin des concessions autoroutières. Est-ce qu'on peut capter la ressource qui pourrait aller sur le ferroviaire français ? Ça fait partie des idées. Ce seraient les ressources de l'État, parce que l'État prend 42% des ressources des péages, ou des sociétés privées Alors dans le financement, effectivement, il y a aussi un débat. Est-ce que l'argent privé, le financement privé pourrait concourir au financement de cet effort à faire ? Je pense que pour la régénération, non, mais pour les nouveaux projets ou pour la modernisation du réseau, on a d'ailleurs des discussions en cours avec la Caisse des dépôts d'un côté ou avec d'autres partenaires financiers pour que SNCF Réseau puisse prendre à son compte, avec des financements privés, une partie du problème. Mais la grosse partie du sujet, qui est de maintenir en bon état ce réseau, je pense qu'il faut se résoudre à l'idée que c'est de l'argent public. Alors, vous n'êtes pas seul la SNCF n'est plus seule à rouler sur ces rails français. D'autres compagnies vous concurrencent désormais. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes bien préparé à cette concurrence ? La concurrence, effectivement, vous avez raison, est effective. On a deux compagnies de grande vitesse, les Espagnols, les Italiens. Les Italiens, d'ailleurs, se développent. Ils sont Paris-Lyon-Marseille. Donc, elle devient effective. SNCF Voyageurs, vous savez, moi, je suis le patron du Grand Tout, j'ai le réseau, mais j'ai aussi les voyageurs. Effectivement, ils se préparent. C'est important qu'ils soient capables de réagir, de riposter, de répondre à la concurrence. Ils sont prêts. Ils estiment que la concurrence est loyale, parce qu'évidemment, ces compagnies étrangères, elles vont sur les lignes les plus rentables. Oui, alors ça, c'est un sujet. Vous savez que le TGV à la française, et j'en suis très fier d'ailleurs, c'est un TGV qui ne s'arrête pas à la ligne à grande vitesse. On l'a dit, il va à Brest, on l'a vu, il va à Hendaye, il va à Charleville-Mézières, il sort des lignes à grande vitesse. C'est sa mission de service public ? C'est une mission de service public qui on ne dit pas le nom, mais c'est exactement ça, d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, la SNCF le fait, mais maintenant qu'on n'est plus les seuls à exploiter, peut-être que ce n'est pas anormal qu'on ne soit pas les seuls à payer cette mission de service public. Donc d'autres sociétés étrangères devraient avoir également cette mission de service public. Je pense qu'il faut y réfléchir. C'est comment est-ce qu'on partage entre nous tous les opérateurs de la grande vitesse en France. Ça serait trop facile de rester uniquement sur les segments qui rapportent de l'argent et de laisser à la seule SNCF cette contrainte de service public que nous faisons bien volontiers. Je pense qu'il faut une équité concurrentielle. Il ne serait donc pas anormal que cette charge soit répartie entre tous les opérateurs. La SNCF, est-ce qu'elle va abandonner des lignes ?
des stations, des villes, des dessertes? Non, la SNCF, je vous dis, ça fait partie de notre ADN. Nous, on est absolument... Mais parfois, elle peut abandonner des dessertes. C'est-à-dire le problème peut se poser quand les rames arrivent en fin de vie, quand on n'a plus de rames, quand les rames d'occasion sont à bout de souffle. C'est sûr que c'est pas sain d'acheter une rame neuve pour l'exploiter sur des lignes déficitaires. C'est même quasiment interdit par les règles économiques, j'allais dire. Donc pour le moment, ça va. On a encore des trains plus anciens qu'on met sur ces lignes. J'espère que le moment venu, dans quelques années, on aura tous collectivement trouvé la solution pour maintenir cette activité d'aménagement du territoire de la grande vitesse en France. On a vu dans le sujet que vous avez fait en sorte au printemps que les Français puissent partir en week-end, en formant donc des contrôleurs parmi les cadres de la SNCF. Et vous les avez payés, on a vu ce sujet. Est-ce que vous avez cassé la grève? D'abord, vous savez, on respecte le droit de grève, premièrement. Deuxièmement, la grève, il faut essayer de l'éviter. Est-ce que c'est pas une s'appelle le dialogue social. pour les grévistes contrôleurs, cette manière de les remplacer comme ça par des gens mieux payés qu'eux au dernier moment? Non, on se dit d'abord qu'il faut mieux éviter la grève au maximum par le meilleur dialogue social possible. Bien sûr. Quand le conflit est là, la SNCF, elle fait le maximum pour faire rouler les trains. C'est le contrat qu'on a avec les clients. Les clients, ils veulent acheter des billets de train, ils veulent partir en week-end pour voir leur famille, pour voir leurs amis. On ne peut pas nous reprocher d'utiliser des cheminots. On parle de salariés de la SNCF qui sont formés, qui sont habilités. Ils vous l'ont reproché, les oui, syndicats. Peut-être aussi. Je suis un peu surpris parce que vous savez, dans les revendications, parce que c'est une histoire un peu ancienne maintenant, cette tension avec les chefs de bord, les contrôleurs TGV, la première revendication qui était réaliste et qu'on a satisfaite, c'est qu'on a mis 2 contrôleurs par train. Et c'est très bien pour les clients. Ça fait de la qualité de service pour les clients. Mais avec un seul contrôleur, le train, il peut partir. Donc en gros, je suis en train de vous dire qu'avec 50% de grévistes, je peux faire rouler tous les trains. Donc le premier facteur en fait qui nous rend capable de faire rouler autant de trains, c'est qu'on a beaucoup de contrôleurs. Or en fait, avec un contrôleur sur 2, on est capable de faire rouler quasiment tous les trains. Vous avez un conseil à donner à votre successeur maintenant qu'on connaît son nom? C'est l'ancien Premier ministre. Ça, je ne sais pas. Moi, non, vous ne savez pas? Non, pas du tout. Vous savez, je crois que c'est l'apanage du président de la République de décider les patrons des entreprises publiques. Donc, ce n'est pas Jean-Pierre Farandou qui va désigner son successeur. Non, ça peut être un conseil générique. Je pense que le conseil que je donnerais, il faut aimer les gens, il faut aimer les cheminots. Voilà, c'est une boîte affective, c'est une boîte qui est très engagée. Regardez le film que vous avez montré, vous avez vu ces cheminots, à quel point ils sont engagés. Les chefs de bord qui ont géré un incident, c'était pas si facile. Au passage, vous avez vu qu'on est transparent. On ouvre nos opérations à vos caméras. Ils ont été formidables. Ils ont été formidables. Le conducteur, on voit à quel point il est attaché à la sécurité, à la performance de son train. Voilà, ces cheminots, il faut savoir les aimer. Moi, je suis un cheminot depuis plus de 44 ans maintenant. Voilà, je pense que c'est ça la clé. Pour réussir à la SNCF, il faut aimer les clients, il faut aimer les cheminots. Merci beaucoup, Jean-Pierre Farandou. Et on poursuit le